à l'occasion d'une université régionale du notariat, Hervé Sarrazin et Marc Cagnard avaient présenté des fiches pratiques sur les principales situations qui exigent de nous une réflexion sur l'usage ou la destination des immeubles. Ce travail avait été particulièrement remarqué et a été utilisé par de très nombreux offices depuis. La matière a évolué, de nouveaux cas de figure se sont présentés et de très nombreux confrères ont rejoint les rangs de nos compagnies. Il était donc temps d'actualiser ce travail. Il va vous être présenté par M. Hervé Sarrazin et Marc Cagnard. Cette mise à jour sera enrichie de la réflexion du professeur Hugues Périnet-Marquet sur deux thèmes de grande actualité: l'application de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que le point particulier suivant, les clauses d'affectation contractuelle dans les lotissements. Monsieur le professeur, nous vous cédons la parole. Merci. Alors, nous allons parler d'une question assez compliquée, celle des changements d'usage de l'article 631-7. On n'est pas très en avance, on a en gros un quart d'heure pour en parler. Autant dire qu'il faudra vraiment aller à l'essentiel, et je vous ai préparé un petit PowerPoint pour fixer votre attention qui peut être peut-être en baisse au bout de 3 heures d'exposé intensif. Les principes. J'essaye de faire avancer le PowerPoint, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc les principes, avant 2005, c'est qu'il faut bien voir que cette réglementation des changements d'usage, elle n'est pas née en 1945, même si elle a été concrétisée à cette époque. Il y avait déjà eu une réglementation des tentations en 1925 jusqu'en 1935. C'est dire si l'idée de contrôler l'usage est une idée ancienne. Alors en 1945, pérennisé en 1948, on a un système qui se met en place, qui est censé s'appliquer dans toutes les communes soumises à la loi de 48, qui va en fait ne s'appliquer qu'à Paris et dans la petite couronne et dans quelques villes de province, qui va conduire à interdire donc de changer l'habitation, l'usage d'habitation en un autre usage, et puis d'affecter un usage autre que l'habitation, des locaux à usage professionnel ou d'affecter à usage commercial des garages. Ce système va marcher relativement bien, avec quand même quelques difficultés qui vont être notamment la présence des faux certificats qu'on a connus pendant un temps. Et puis, il a été profondément modifié dans l'ordonnance du 8 juin 2005. Cette ordonnance, vous en connaissez les principes. Elle va donc limiter l'application de la réglementation à Paris aux villes de la petite couronne. Elle va distinguer clairement l'usage d'habitation et les autres usages, et on ne pourra pas passer facilement de l'un à l'autre. Elle instaure surtout la date de référence du 1er janvier 1970, beaucoup plus simple à manier que celle de 1945, et puis donne un caractère réel aux autorisations moyennant compensation. Mais les sanctions restent à peu près les mêmes, c'est-à-dire des amendes et surtout la nullité des actes qui contreviendraient à cette réglementation d'ordre public. En 2014, on va étendre la réglementation aux zones franches, on va assimiler certaines locations de meublés de tourisme à des changements d'usage, et on en reparlera. Et puis, en 2015, on va créer un système d'affectation temporaire à l'habitation de 15 ans maximum qui permet de revenir ensuite à un autre usage. Alors, je vais mettre l'accent sur 3 questions qu'on va voir rapidement. La nature des autorisations de changement d'usage obtenues avant 2005, le mode de détermination de l'affectation du bien au 1er janvier 1970, et puis, si on a un peu de temps, l'application de l'article L631-7 au meublé de tourisme. Alors, je commence par la nature des autorisations de changement d'usage avant 2005. En effet, cette question, qui a toujours un impact actuel, était au départ assez simple, puisque
au départ, même si la circulaire de 1953 avait laissé entendre le contraire, les autorisations de changement d'usage, même si elles étaient définitives, même si elles étaient faites avec compensation, avaient un caractère personnel. Et la loi du 23 décembre 1986 le dit très clairement, elle s'affiche, ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel, ce qui a conduit à l'évolution que l'on sait en 2005, où on a changé, puisqu'on est passé du caractère personnel au caractère réel. Mais la question s'est alors posée de savoir à partir de quand s'appliquait le caractère réel. L'article 29 de l'ordonnance, dans son grand 2, nous dit « Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article 631.7, avant l'entrée en vigueur de la présente et qui ont donné lieu à compensation, sont attachées à compter de cette entrée en vigueur au local et non à la personne. » Donc on pouvait se dire, tel que c'est rédigé, les autorisations qui ont été antérieurement délivrées, à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2005, prennent un caractère réel, donc pas de problème. Or, ce n'est pas ce que la jurisprudence a décidé. En effet, le juge administratif a dit, dans un arrêt du Conseil d'État de 2008, qui a été ensuite systématiquement repris, je vous ai mis donc un arrêt de la CA de Paris du 17 janvier 2019, qui nous dit très clairement que ces autorisations accordées avant 2005 n'acquièrent un caractère réel qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Sous-entendu, il faut qu'elles existent encore au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Et pour qu'elles existent encore, puisqu'elles étaient personnelles, il faut qu'elles restent attachées à la même personne. Autrement dit, si le bénéficiaire de l'autorisation n'est plus là parce que le bien a été vendu, parce que le bail a changé, eh bien, l'autorisation a disparu. Comme elle a disparu avant 2005, elle ne peut pas devenir réelle. Donc, c'est terminé pour elle. Et la Cour de cassation a repris cette jurisprudence dans un arrêt du 9 mai 2012. Donc, et c'est important, il faut donc, pour qu'une autorisation délivrée antérieurement à 2005 ait aujourd'hui un caractère réel, que celui qui l'a obtenue ait été encore le bénéficiaire de l'autorisation en 2005, ce qui, évidemment, ne va pas être systématiquement le cas. Et je vous ai fait un petit schéma pour voir comment ça s'applique. Donc, vous voyez, en 1970, mon immeuble est à usage d'habitation. En 1990, j'obtiens une autorisation de changement d'usage pour devenir à usage commercial. Là, il va y avoir deux hypothèses. Première hypothèse, le bien est vendu en 2004. Le bien est vendu en 2004, donc celui qui avait l'autorisation ne sera plus dans les lieux en 2005. Quel est l'usage légal actuel? C'est l'habitation. On a perdu le bénéfice du changement d'usage. Deuxième hypothèse, il y a une vente du bien, mais après 2005, donc en 2006 et 2014. Donc en 2005, j'avais une autorisation qui est devenue réelle, puisqu'elle est revenue réelle à ce moment-là, les changements successifs n'ont pas d'impact. Alors vous voyez que c'est une question intéressante dont on pourrait se dire finalement elle ne concerne que les autorisations obtenues après 70, parce qu'avant 70, par hypothèse, on a l'ordonnance 2005 qui fige cet élément de manière définitive. Mais c'est peut-être justement pas si évident que ça au regard de la jurisprudence dont je vais parler. Et j'en arrive à la deuxième question que je voulais traiter avec vous. Et cette deuxième question, c'est la question de l'affectation du bien au 1er janvier 70. Et cette question, elle est évidemment centrale, puisque c'est sur elle que repose l'ordonnance. C'est le pivot de l'ordonnance de 2005. La Cour de cassation
alors, sans que la question lui ait été directement posée, applique, semble-t-il, l'ordonnance telle qu'elle a été interprétée par la doctrine, telle qu'elle a été interprétée par aussi les circulaires, notamment la circulaire de 2006, en la question. Sur la question, je vous ai mis un arrêt, il y en a d'autres. Mais le problème vient d'un arrêt du Conseil d'État du 5 avril 2019, qui sera mentionné au table du Lebrun. Je vous ai mis la formule qui dit donc que, en l'absence d'autorisation au changement d'affectation, un local est réputé être à usage d'habitation s'il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet usage était fondé en droit. Donc il y a une présomption habitation 70. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'attacher pareille circonstance au constat au 1er janvier 1970 de l'affectation d'un local à un usage autre que l'habitation. Avec le Conseil d'État fait donc une distinction entre l'habitation, c'est un usage de droit et de fait, et les autres usages, pour eux, ça ne va pas être pareil. Et pour bien comprendre l'arrêt, il faut regarder ce qu'en dit le rapporteur public, qui a été suivi en l'occurrence, et on sait l'importance de l'avis du rapporteur public. Je vous ai mis une partie de ses conclusions. C'est à nos yeux la situation de fait qui compte pour les locaux affectés à l'habitation. Donc ça, d'accord. Mais la situation de droit qui doit être prise en compte pour ceux qui étaient affectés à un autre usage à cette date, ainsi que pour les locaux construits ayant fait l'objet d'un changement d'usage postérieurement à celui-ci. Et elle dit, cette lecture n'est pas la plus simple, en pratique, ça c'est sûr, car elle oblige à rechercher l'usage légaux des biens n'étant pas usage d'habitation au 1er janvier 1970, mais elle est la plus conforme à la lettre du texte. C'est vrai, le texte ne parle que de l'usage d'habitation. Et tout le monde avait compris que le texte s'appliquait aussi aux autres usages, mais c'est vrai que littéralement, le Conseil d'État a raison. Dans l'esprit de la loi, c'est autre chose. Et puis, pour le Conseil d'État, c'est cohérent avec l'objectif de maintien du maximum de logements dans le parc. Alors, l'impact de la solution, vous voyez, c'est qu'il va falloir démontrer pour les autres usages que l'habitation qu'au 1er janvier 1970, l'usage de fait était en réalité un usage de droit, et ça change tout. Je vais vous le montrer avec, là encore, un petit schéma, rien de vaut les petits schémas. Première hypothèse, usage de bureau en 1945. Donc, au regard des fiches de l'époque, c'est un usage de bureau. Il ne se passe rien entre 1945 et 1970, donc ça reste du bureau. Quel est l'usage de droit? Force est de dire que l'usage de droit en 1970, c'est du bureau, parce que je n'ai aucun autre élément qui me dit le contraire. Et qu'en 1945, ici, l'usage de fait va se transformer en usage de droit. Si je n'ai pas eu de changement d'usage entre 1970 et 2020, aujourd'hui, c'est du bureau. Là, ça ne change pas. Mais deuxième hypothèse, usage d'habitation en 1945. En 1955, transformation en bureau, transformation à la bonne franquette. En 1970, on pourrait dire, c'est du bureau. Depuis 15 ans, c'est du bureau. Sauf que, si on suit l'arrêt du Conseil d'État, ce n'est pas l'usage de droit, c'est l'usage de fait. Donc, ça ne marche pas. Donc, en 1970, c'était de l'habitation. Et s'il n'y a pas eu de changement, aujourd'hui, c'est de l'habitation encore. Et vous voyez que c'est assez redoutable. Et c'est encore plus redoutable si on cumule les deux jurisprudences. Usage d'habitation en 1945. Autorisation définitive de changement d'usage en 60, moyennant compensation. On pourrait se dire, là, c'est réel. Oui, mais le bien a été vendu en 1969. En 1969, le bien est vendu, donc l'autorisation, à l'époque, elle n'était pas réelle, et elle ne l'est pas devenue par la suite, puisque le bien a été vendu. Donc en 1970, quel est l'usage du droit habitation? S'il n'y a pas eu de changement, quel est l'usage actuel? Habitation. C'est évidemment assez terrifiant comme risque. Alors, quelle portée donner à cette jurisprudence? Comment concilier avec les solutions de la Cour de cassation? Pour l'instant, il n'y a qu'un arrêt du Conseil d'État, certes publié au table du Lebon, mais la Cour de cassation, alors sans que la question lui ait été vraiment posée, attention, semble plutôt d'un autre avis. Donc toute la question va être de savoir si elle s'aligne ou pas. Parce que
Le Conseil d'État, il n'a statué que sur une question qui était finalement annexe, c'était la responsabilité de la mairie de Neuilly, dans une hypothèse ici de renseignement. Donc on voit bien que ce n'était pas le problème fondamental, ce n'était pas l'amende, ce n'était pas la nullité des actes. Les problèmes fondamentaux d'application de la réglementation, ils sont traités par le juge judiciaire, parce que c'est le juge judiciaire qui traite des amendes, et c'est surtout le juge judiciaire qui va traiter de la nullité des actes. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce que fera le juge judiciaire? Est-ce qu'il suivra ou est-ce qu'il ne suivra pas? Eh bien, c'est sur ce suspense que je vais m'arrêter, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et je laisserai sur les meublés de tourisme les notaires aborder cette question. Merci, monsieur le professeur. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez pu entendre à l'instant la doctrine la plus autorisée en cette matière complexe. Mais il va vous falloir transformer cette parole en acte, et une approche pratique est nécessaire. C'est l'objectif que nous nous sommes assignés en préparant le guide pratique que nous allons vous présenter. Et je précise que ce guide est en ligne sur le site de l'université. Ce guide se présente de la façon suivante. Tout d'abord, des précisions de terminologie et un rappel des textes essentiels. Et ensuite, 9 fiches pratiques. Et enfin, un récapitulatif des sanctions et délais de la prescription. Mais tout d'abord, qui dans cette salle peut prétendre que la vérification de la régularité, de la destination et de l'usage des locaux n'est pas fondamentale? Personne, évidemment. Nous savons tous ici qu'il est essentiel de vérifier la destination et l'usage des locaux qui peuplent tous nos actes. C'est essentiel, mais cela peut parfois sembler être très compliqué. Alors, 2 raisons à cette apparente complexité. D'une part, la terminologie en la matière est d'une confusion extrême. Et d'autre part, nous sommes ici au carrefour de l'application de 3 réglementations différentes poursuivant des buts différents. Une approche pratique et rigoureuse du sujet permet de mieux appréhender le sujet. En premier lieu, il faut clarifier la terminologie et il faut pouvoir accéder rapidement à des définitions de base. D'abord, la terminologie. Quelle différence y a-t-il entre affectation, destination et usage? La réponse est simple, c'est presque la même chose. Et que l'on se tourne vers le petit Robert ou vers la loi. Le petit Robert nous dit, au mot affectation, destination à un usage déterminé. Et à destination d'un édifice, on lit affectation, voire aussi usage. Merveilleux. Quant à l'article L631-7, ce n'est pas plus clair. En effet, dans son 3e alinéa, on trouve allègrement mélangés les 3 termes, destination, usage et affectation. Bref, retenez que la terminologie en la matière est plus qu'approximative, et c'est par un souci de précision que les praticiens se sont mis d'accord de manière totalement informelle sur ce qu'il fallait comprendre par affectation, destination et usage. La notion d'usage et ou d'affectation est une notion subjective qui relève plutôt de la police du logement et donc du Code de la construction et de l'habitation. On parle d'affectation si l'on se place avant 2005, c'est-à-dire avant la réforme de l'article L631-7. Depuis 2005, on parle plutôt d'usage. La notion de destination, elle, est une notion objective qui relève plutôt du droit de l'urbanisme. Avant la réforme de 2005, les destinations possibles étaient librement définies par le POS ou par le PLU. Depuis, les destinations possibles sont limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme. Donc vous trouverez les textes correspondants dans notre guide. Je referme cette parenthèse terminologique. Les définitions de base.
Vous trouverez, par exemple, dans la première partie du guide, les définitions légales de la surface hors œuvre nette, puis de la surface hors œuvre brute, mais aussi de la surface de plancher qui vient remplacer les deux premières. Ce rassemblement des trois définitions peut être particulièrement utile lorsqu'il s'agira de combiner ces notions de surface à des dates différentes. Les fiches pratiques. Ce sont 9 fiches pratiques qui reprennent des situations pratiques que nous rencontrons souvent dans nos dossiers. Chaque situation fait l'objet d'une fiche et toutes sont établies selon le même mode. Un cartouche supérieur en 3 grands chapitres. Dans le cartouche supérieur, vous trouverez la description sommaire du cas pratique et ensuite chaque chapitre est dédié à l'une des 3 réglementations qui peuvent être applicables. Vous constaterez par vous-même à l'usage qu'il existe de nombreuses interactions entre les chapitres et des répétitions. Le premier chapitre est relatif au droit de l'urbanisme et de la protection du logement. Le deuxième chapitre traite des normes d'habitabilité et de construction. Et le troisième concerne le droit privé. Enfin, vous trouverez dans ce guide le récapitulatif des sanctions encourues en cas de destination ou d'usage irrégulier et le récapitulatif des délais de prescription de ces sanctions. L'ambition de ce guide pratique, de cette boîte à outils, est triple. Tout d'abord, vous aider ou aider vos collaborateurs à appréhender le sujet en vous donnant les clés de compréhension. Ensuite, vous aider à vous poser les bonnes questions pour détecter les situations irrégulières. Enfin, en présence d'une situation irrégulière, vous aider à définir précisément les risques encourus et les solutions possibles. Mais surtout, sachez utiliser ce guide avec intelligence. Ce guide ne doit pas servir à mettre en difficulté un confrère. Nous serons tous, un jour ou l'autre, le notaire d'un propriétaire d'un immeuble comportant des irrégularités qui n'auront pas été détectées lors de la précédente mutation. Et ce, pour une raison toute simple, les investigations que nous réalisons et que nous réalisions il y a 15 ou 20 ans n'ont plus aucun rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, ce guide ne doit pas servir à fragiliser nos actes. Il doit servir à les sécuriser, en présence d'une situation bien sûr irrégulière. Le temps qui nous est imparti ce matin est malheureusement trop court pour nous permettre de vous présenter les 9 situations pratiques du guide. Nous avons donc décidé de vous présenter uniquement notre dernière création, la fiche Airbnb, et je passe la parole à Marc Cagnard. Alors, les locations touristiques de courte durée. La situation est celle dans laquelle vous apprenez soit que le vendeur s'adonne à la location touristique de courte durée et que l'acquéreur entend continuer, ou alors que l'acquéreur achète avec le projet de louer en Airbnb à titre principal ou à titre accessoire. Pour détecter ce genre de situation, il faut bien sûr examiner les pièces que vous avez à votre dossier, mais également il faut interroger vos clients. Donc, comme vous l'a dit Hervé, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre, première question, fallait-il ou faut-il une autorisation d'urbanisme? Pour répondre à cette question, il faut distinguer selon que l'on est ou pas soumis à l'article L631-7. Si on y est soumis, alors il faut distinguer selon que le bien constitue ou ne constitue pas la résidence principale du loueur. Si le bien constitue la résidence principale du loueur, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. Le loueur est tenu de déclarer cette mise en location à la mairie et les locations de courte durée ne peuvent excéder 120 jours par an, consécutifs ou non. Maintenant, si le bien ne constitue pas la résidence principale du loueur, eh bien alors il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. Le loueur est tenu de déclarer toujours cette mise en location à la mairie. Le loueur n'est pas tenu par la limite de 120 jours par an et le loueur doit obtenir une autorisation, permis de construire ou déclaration préalable, au titre du changement de destination. Si on est hors du champ d'application de l'article L631-7, aucune autorisation n'est nécessaire. Maintenant,
Que faire lorsque la situation du loueur est irrégulière? C'est-à-dire soit que la location a eu lieu sans avoir été précédée d'une autorisation alors qu'il aurait fallu cette autorisation, soit que l'autorisation n'était pas nécessaire ou a été obtenue, mais que les déclarations n'ont pas été faites en mairie. Et bien là, je vous renvoie au guide où vous trouverez le récapitulatif des sanctions et des délais de prescription. En ouvrant cependant une petite parenthèse, concernant l'article L631-7, vous savez que la prescription n'est pas permise puisque les infractions sont continues et imprescriptibles. Toutes ces informations mises en perspective dans une situation concrète permettent en un coup d'œil d'identifier les risques et les sanctions courues et donc d'accomplir convenablement votre devoir de conseil à l'égard de vos clients. Deuxième chapitre, deuxième question, les normes d'habitabilité sont-elles respectées? Dit autrement, ne sommes-nous pas en présence d'un logement impropre à la location? Et où chercher les textes qui permettent de s'en assurer? Le guide vous donne les premières pistes de recherche, que ce soit dans le Code de la santé publique ou dans le règlement sanitaire de la ville de Paris, par exemple. C'est donc dans ces textes que vous pourrez trouver les caractéristiques minimales que doivent présenter les chambres louées en meublé ou en garni, en termes de hauteur sous plafond, superficie minimale en fonction du nombre de personnes devant occuper le local, en termes de volume ou encore en termes d'éléments d'équipement. Évidemment, il n'est pas ici question de demander au notaire de déterminer si le local est ou non habitable. Ce n'est évidemment pas son rôle. Mais il s'agit de savoir où trouver les textes qui permettent, par exemple, de rédiger une condition suspensive d'obtention d'une autorisation, comme on le fait pour les permis de construire, ou bien d'informer un client qui ignorerait cet environnement réglementaire. Et si le local est impropre à la location, vous trouverez dans le guide, toujours, les sanctions et les délais de prescription. Troisième et dernier chapitre, troisième et dernière question, une autorisation du syndicat des copropriétaires est-elle nécessaire? Si les locations touristiques de courte durée se déroulent dans un immeuble en copropriété, eh bien, les problèmes peuvent commencer. Pour vous en convaincre, il vous suffit de vous rendre sur le site de la ville de Paris. C'est un site dont l'adresse figure dans le guide. C'est un site qui est très, très bien fait et qui d'ailleurs fait référence à la meilleure littérature puisqu'on y retrouve l'article du professeur Perinet-Marquet sur les locations meublées et les immeubles en copropriété. Mais surtout, ce site invite les voisins à la délation. C'est-à-dire qu'on invite les voisins à dénoncer auprès de la brigade qui a été constituée auprès de la mairie de Paris les situations qui pourraient être irrégulières. Mais revenons maintenant à l'analyse juridique. Il vous faudra vous poser les questions suivantes. La première, c'est le règlement de copropriété interdit-il ou réglemente-t-il les meublés de tourisme? Les meublés de tourisme est-il contraire à la destination de l'immeuble? Le syndicat des copropriétaires peut-il agir pour démontrer l'incompatibilité des locations touristiques de courte durée au regard du règlement de copropriété? Et si oui, peut-il le faire en se fondant soit sur la perte de l'affectation à usage d'habitation, ou encore sur l'activité commerciale résultant de l'imposition au BIC, ou enfin sur les troubles du voisinage? Rappelons que l'article L631-7 prévoit que toute personne ayant intérêt peut invoquer les dispositions d'ordre public du changement d'usage et obtenir la nullité des baux ou ventes consentis en violation de ces textes. Évidemment, les circonstances propres à chaque dossier sont particulières et donc chaque dossier doit faire l'objet d'une analyse qui lui est propre. Et il faut évidemment là aussi se pencher sérieusement sur la dernière jurisprudence parce qu'elle est en train de se forger en la matière et nous vous renvoyons encore une fois à l'article du professeur Perinet-Marquet. Toujours dans le troisième chapitre, il faut aussi songer au rapport locatif. Imaginez, vous êtes propriétaire d'un appartement que vous mettez en location, mais vous apprenez que votre locataire, pendant qu'il est en vacances, le loue sur Airbnb. 5 points à retenir. Le premier, le locataire ne peut sous-louer le logement dans lequel il a sa résidence principale, sauf accord du propriétaire. Ça, c'est la loi de 89.
Deuxième point, le loyer de la sous-location ne peut excéder celui payé par le locataire, toujours la loi de 89. Troisième point, si la sous-location est autorisée par le bailleur, au mépris des obligations de l'article L631-7, eh bien c'est le propriétaire bailleur qui reste tenu de l'amende civile. Ça, c'est la jurisprudence. Quatrième point, si la sous-location n'est pas autorisée, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, c'est toujours la loi de 89, voire obtenir la résiliation judiciaire du bail. Enfin et surtout, cinquième point, vous avez peut-être entendu parler, toujours la jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juin 2018 qui vient d'être confirmé par la Cour de cassation le 12 septembre 2019, et bien cette jurisprudence décide que le locataire devait restituer au propriétaire bailleur les loyers perçus au titre des sous-locations. Ces loyers ce sont, selon la jurisprudence, des fruits civils de la propriété revenant au propriétaire. Voici très rapidement présenté cette fiche. Le professeur Perinet-Marquet va maintenant reprendre la parole pour nous entretenir des clauses d'affectation contractuelles dans les lotissements et les ZAC. Et nous reprendrons la parole avec Hervé pour aborder la question de l'opportunité d'une régularisation d'une situation irrégulière. Merci. Donc, les clauses d'affectation contractuelle, les lotissements et les ZAC, c'est des clauses qui sont souvent très gênantes dans les opérations immobilières parce qu'elles ont été insérées il y a longtemps dans les actes. Et je vous ai mis deux exemples parmi d'autres qu'on trouve. Donc, vocation commerciale, tout autre est interdit. Maison bourgeoise, qui doit toujours être occupée bourgeoisement, dans un autre exemple, avec tout un tas d'exclusions, salle de bal et établissements de plaisir similaires. Enfin, on trouve ça dans les règlements des années 1900. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir que faire de ces clauses. Et il faut faire attention parce que la question n'est pas limitée aux ZAC et aux lotissements officiels. Il faut bien voir qu'il y a des lotissements implicites. La jurisprudence considère qu'à partir du moment où dans des actes de vente, il y a des clauses croisées qui disent la même chose, qui donnent les mêmes droits à tous les acquéreurs, on est dans un lotissement implicite et que donc on va appliquer la réglementation qui serait celle d'un cahier des charges de lotissement. Je vous ai mis la formule de cet arrêt de 1998. Et vous voyez, la SCI avait entendu créer un lotissement dont les règles relatives à l'utilisation constituaient des servitudes de lotissement, alors que le mot lotissement ne figurait nulle part. La question qui pourrait aussi se poser et qu'on peut éliminer rapidement, c'est j'ai une clause, comment je l'interprète? Qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? Alors là, c'est très difficile de répondre puisque, au bout du compte, s'il y a un contentieux, c'est le juge qui va apprécier et c'est le juge du fond qui va apprécier souverainement. En effet, on est dans une interprétation d'un texte juridique et qui n'est pas la loi mais qui est un contrat. Et donc la Cour de cassation applique les mêmes principes depuis très longtemps. Les juges du fond sont souverains, sauf dénaturation. Autrement dit, il est compliqué d'avoir une interprétation unique d'une clause, puisque, par hypothèse, les opinions des juges du fond pourraient être extrêmement diverses. Mais la question essentielle sur laquelle je vais m'étendre un peu, c'est évidemment celle de savoir si ces clauses s'appliquent toujours, si elles sont toujours là pour bloquer des opérations immobilières. Autrement dit, est-ce qu'elles sont ou non devenues caduques? Et la réponse va être différente en droit de l'urbanisme et en droit des biens. Alors que c'est le même texte qui s'applique, on va voir que l'application de ce texte conduit à des réponses tout à fait opposées. Et je commence par le droit de l'urbanisme. Et là, je vais avoir l'application de l'alinéa 1er de l'article L442-9 qui s'affiche, qui nous dit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges qui n'a pas été approuvé, alors très souvent les cahiers des charges anciens n'étaient pas approuvés, deviennent caduques au bout de 10 ans, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu. Alors,
Attention, une carte communale n'est pas un document en tenant lieu, il faut que ce soit un POS. La Cour de cassation l'a jugé. La question qui va être donc centrale pour savoir si on applique l'alinéa premier et s'il y a la caducité, c'est de savoir si la clause du cahier des charges est de nature réglementaire ou pas, tout simplement. Et la réponse est simple, donc on peut y passer rapidement, c'est que tant une réponse ministérielle, donc la position officielle du gouvernement, que la position de la jurisprudence dans l'arrêt commune de Reichstett du Conseil d'État, est de dire qu'une clause de destination, c'est une clause qui peut se trouver parfaitement dans un document d'urbanisme. D'ailleurs, dans l'article L421-6 du Code de l'urbanisme, sur les éléments que le permis de construire doit vérifier, il y a la destination, donc c'est bien une clause de nature réglementaire. À partir de là, puisque c'est une clause de nature réglementaire, au bout de 10 ans, elle devient caduque. Mais elle devient caduque au regard, on va voir, du droit de l'urbanisme. Donc, application par l'arrêt du 24 janvier 2019, l'autorité qui est chargée d'appliquer la réglementation d'urbanisme ne peut plus tenir compte de cette clause réglementaire qui a disparu au bout de 10 ans. Donc, on ne peut pas refuser un permis de construire, on ne peut pas refuser un permis d'aménager ou s'opposer à une déclaration préalable sur le fondement d'une clause réglementaire de destination qui a donc disparu au bout de 10 ans. Et puis, puisqu'il s'agit d'une clause de nature réglementaire, elle a un autre avantage, c'est que si elle n'a pas encore disparu, on pourrait l'imaginer de la modifier conformément aux modalités de l'article 442-10 et 11, puisque le Conseil constitutionnel a dit que la modification des documents du lotissement était possible, mais à condition que ce soit des éléments qui soient de nature réglementaire. Alors reste la question de droit civil, de droit privé, de droit des biens. Et là, on passe à l'alinéa 3 de l'article 442-9. Cet alinéa 3 nous dit que les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges. Et bien sûr, ça signifie que l'urbanisme, c'est une chose, mais le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Et le droit des tiers ici, c'est que la clause, parce que c'est une clause civile, contractuelle, parce que c'est une servitude, elle va continuer de s'appliquer. Et d'ailleurs, la Cour de cassation le répète arrêt après arrêt. Je vous ai mis la formule de cet arrêt du 21 janvier 2016, mais il y en a bien d'autres. Quelle que soit sa date, un cahier des charges constitue un document contractuel dont les clauses encagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, et ça sans limitation, bien sûr, de délai. Donc, on va appliquer cette règle avec comme conséquence, on le verra, la possibilité de démolition, mais avant, je balaye l'espoir qu'avaient suscité auprès de vous les 3 alinéas de l'article 442-9 qui avaient été rajoutés par la loi Allure et qui ont été supprimés par la loi Elan. Et vous savez que ces 3 alinéas disaient que si il n'y avait pas eu de publication, donc à la publicité foncière, des clauses restreignant le droit de construire ou affectant l'usage ou la destination de l'immeuble, on est en plein dedans, eh bien ça cessait de produire tout effet au bout de 5 ans. 5 ans, c'était l'année dernière. Donc on aurait pu être débarrassé de toutes les clauses. Ben non, parce que la loi Elan a supprimé ces 3 alinéas, dont le décret d'application n'était d'ailleurs jamais paru, et parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile de rédiger le décret d'application et que le risque d'inconstitutionnalité était quand même fort. Le gouvernement n'a pas voulu le prendre. Donc, qu'est-ce que on va avoir? On va avoir une sanction sous la réserve toutefois que on ne soit pas dans l'hypothèse de l'article L115.1 du Code de l'urbanisme. Or, ce texte, je vous le rappelle, précise que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement ne confère pas à ce document ou ce règlement un caractère contractuel.
Donc le législateur a voulu éviter que le simple fait d'avoir reproduit à l'identique les dispositions du règlement dans le cahier des charges ne leur donne valeur contractuelle. Et la jurisprudence applique cette règle avec souplesse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une reproduction, je dirais, assez mécanique pour que s'applique l'article L105. Ce n'est pas interdit finalement de contractualiser des dispositions proches de celles du droit de l'urbanisme, à condition de le dire très clairement et à condition de ne pas le faire par une simple reproduction mécanique. C'est ça qui est important. Et donc si on n'est pas dans cette exception assez limitée d'une reproduction de dispositions d'urbanisme, si on est face à une vraie servitude, elle n'est pas devenue caduque. Et donc, elle va s'appliquer avec comme sanction, vous le savez, cette sanction terrible de la démolition ou de la mise en conformité pendant 30 ans, sans avoir besoin pour celui qui agit de démontrer un préjudice. Et c'est évidemment toujours une épée de Damoclès finalement bien supérieure sur les projets immobiliers à celle que peut représenter aujourd'hui le permis de construire. Alors, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs améliorer la situation? Est-ce qu'on pourrait reprendre ce que le législateur avait abandonné dans les 3 alinéas? Si on avait le temps, on pourrait en parler, mais je vois que l'heure tourne très vite. Donc, quelques mots sur le cahier des charges de ZAC. Et ici, les choses sont assez simples, puisque la question se pose des clauses qui étaient contenues dans les cahiers des charges de SAC avant 2000, puisque la loi nous dit, et je vous ai mis le texte de l'article L106, la loi nous dit, eh bien, dans cette hypothèse-là, les cahiers des charges antérieurs à 2000, ils continuent, eux, de s'appliquer. Et donc, on a une solution finalement assez simple, soit le cahier des charges est antérieur à 2000, soit il ne l'est pas, et dans ce cas-là, il s'applique ou pas, parce que s'il est postérieur, le cahier des charges ne peut fixer des prescriptions que pour la durée de la réalisation de la zone. Donc, pour tous les cahiers des charges postérieurs à 2000, ces cahiers des charges, ils n'ont d'existence légale que tant que dure la zone, c'est-à-dire que lorsque l'acte qui constate la fin de la ZAC a été pris, eh bien, les cahiers des charges disparaissent, puisque vous savez qu'ils ont vocation d'ailleurs à être intégrés dans les PLU. Donc finalement, vous voyez qu'ici c'est très simple. Pour les cahiers des charges de ZAC anciens avant 2000, pour les cahiers des charges de lotissement, il n'y a pas de caducité, ils continuent de s'appliquer. Il n'y a malheureusement pas de régularisation possible, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il y a des régularisations possibles. Et je laisse Maître Sarrazin vous en parler. Merci, Monsieur le Professeur. Alors rapidement, nous allons terminer sur les régularisations des situations irrégulières. La question est, jusqu'où faut-il aller ou surtout jusqu'où faut-il ne pas aller? Devant de telles difficultés, 3 questions peuvent se poser. Trivialement, je dirais, première question, c'est quoi le problème? Deuxième question, c'est prescrit ou ça l'est pas? Et enfin, faut-il ouvrir la boîte de Pandore? C'est quoi le problème? Un petit exemple pour vous démontrer que malgré les premières apparences, il n'y a pas toujours d'irrégularité. Un client envisage d'acquérir un appartement et il vous envoie la vidéo de sa visite. Immédiatement, vous remarquez qu'au fond de cet appartement qui est situé au rez-de-chaussée, il y a des pièces qui sont en second jour et qui sont quasiment aveugles. Ni une ni deux, vous vous demandez ce qu'il peut y avoir dans le titre de propriété. On vous le communique, vous le lisez, et vous vous apercevez que la désignation des pièces en second jour sont en fait d'anciennes caves. Le client vous explique qu'on a accès à cet appartement en descendant par un escalier, en descendant d'un niveau, car l'appartement est construit à flanc de coteau. Vous vous apprêtez à lui déconseiller d'acquérir, car en fait il achète des caves au prix du mètre carré d'habitation. Et puis, au dossier, vous découvrez qu'une assemblée des copropriétaires de 1970 a autorisé la transformation de ces caves, de manière très, très régulière, en appartements. Très bien. Donc, au regard de la copropriété, pas de problème. Et puis,
il vous reste à conclure en matière de construction, en matière d'autorisation d'urbanisme. L'appartement n'est pas situé du tout dans la région parisienne, donc l'article L631-7 en 1970 n'était pas applicable. Conclusion, dans ce dossier, il n'y a plus de problème. Maintenant, est-ce que c'est prescrit? Exactement, et Marc va nous en parler. Donc la deuxième question, est-ce que c'est prescrit? Alors bien sûr, il faut essayer de dater la date de la transformation et voir si tout simplement la situation, ou en tout cas les sanctions, ne sont pas prescrites. Alors j'avais prévu un petit exemple, mais comme les ventes crient famine, on nous demande d'aller un peu plus vite. Et on va aller directement à un arrêt du Conseil d'État qui date du 28 novembre 2018 et qui est d'une importance pratique pour nous importante. Que nous dit cet arrêt? Il nous dit tout simplement que lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de travaux PC ou déclaration préalable a adressé au maire une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés, il en découle deux conséquences majeures. La première, c'est que l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité si elle ne l'a pas fait dans le délai de 3 ou de 5 mois selon la nature des travaux. Deuxième conséquence, l'autorité compétente, toujours, ne peut plus non plus, sauf cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il régularise les irrégularités antérieures en déposant une demande portant également sur ces éléments irréguliers de la construction existante. Alors, il est vrai qu'il y a un autre arrêt, un arrêt du Conseil d'État du 3 décembre 2019 qui est venu un petit peu doucher notre enthousiasme, parce que cet arrêt, sans rien expliquer ni démontrer, indique tout simplement que la DACT n'a pas d'influence sur l'action publique. Mais au-delà de la jurisprudence, il faut aussi s'en référer au texte de loi, et notamment l'article L421-9 du Code de la construction, qui nous dit que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de 10 ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à la déclaration préalable ne peut plus être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Et je repasse tout de suite la parole à Hervé. Alors, troisième question, faut-il ouvrir la boîte de Pandore? Maintenant qu'il y a un vrai problème, et lorsque ni le temps écoulé ni la jurisprudence ne viennent au secours du propriétaire, que faire? La première réaction est d'inviter le propriétaire à régulariser la situation. Bien sûr, il n'entre pas dans nos attributions de prendre l'initiative d'alerter qui que ce soit d'autre que les parties, et encore moins d'initier de notre propre chef une action en régularisation. Ces initiatives n'appartiennent qu'au propriétaire et à lui seul. Sur les enjeux et les conséquences d'une régularisation, nous vous renvoyons à deux réponses, l'une ministérielle de l'Assemblée nationale du 9 juillet 2019 et l'autre du Sénat du 10 octobre 2019. Donc la première réponse du 9 juillet indique que l'article L421-9 du Code de l'urbanisme a pour objet de permettre la régularisation des constructions illégales édifiées depuis plus de 10 ans. La régularisation est possible, même si la démolition de cette construction a été ordonnée par un jugement définitif. L'opportunité de la régularisation appartient à l'autorité compétente. Mais la régularisation ne fait pas pour autant disparaître l'infraction pénale éventuellement constatée et l'auteur peut être condamné au paiement d'une amende ou d'une peine de prison. Mais le prononcé de l'exécution de mesures de mise en conformité ou en démolition est impossible. La seconde réponse du 10 octobre 2019 répond à la question de savoir si une collectivité est ou non tenue d'accepter une demande tendant à régulariser une construction illégale. Il est répondu que la délivrance d'un permis de régularisation n'est possible que si ces travaux respectent les règles contrôlées par le permis de construire. C'est l'article L421-6. Et la collectivité est tenue donc d'instruire la demande dans les conditions de droit commun, selon les règles applicables au moment de l'instruction du permis de régularisation et non selon les règles en vigueur lorsque les travaux illégaux ont été effectués. Ce qui ne peut être régularisé doit être démoli ou mis en conformité. Le permis de régularisation ne peut être délivré que pour l'ensemble des travaux non autorisés. C'est un arrêt du Conseil d'État de mars 1984. Conclusion
si je puis dire. Au vu de ces éléments, il ne faut pas opter systématiquement pour une régularisation inutile et donc dangereuse à mettre en œuvre. Pour terminer, une petite parabole conclusive pour nos amis campagnards. Le chasseur peut rapidement se lasser d'un chien d'arrêt qui se fige à la moindre piste de taupe, de ragondin ou de blaireau et laisser filer le lièvre ou la bécasse. Merci. À cet après-midi.